À la une ce soir, Franz Norbert, toujours porté disparu pour la famille du matelot cette année. L'espoir s'amenuise, son compagnon d'infortune reste hospitalisé ce soir. Vous entendrez ses proches dans un instant. Les perturbations du réseau Mosaïque, toujours pas d'accord en vue. À l'issue d'une journée de négociation, la direction du travail entre la CFTU et les sous-traitants, nous y reviendrons. Margot, Idila, Nadège, le nom des ouragans pour la prochaine saison cyclonique dévoilé ce vendredi. Le congrès de météorologie internationale s'est clôturé aujourd'hui. Enfin, nous reviendrons justement sur les robots. Pourront-ils nous sauver des effets d'une catastrophe naturelle? C'est le thème d'un défi de programmation robotique. Des passionnés d'informatique âgés entre 8 et 14 ans ont participé à ce concours. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Soulagement et inquiétude au sein des proches de Franz Norbert et de Daniel Florian. L'un a été retrouvé sain et sauf, l'autre est toujours porté disparu. Les témoignages frappants des deux familles recueillis à Trinité et à Sainte-Anne avec ce reportage signé Sabrina Doré et Michelet François. L'attente et l'angoisse, les sœurs de Franz Norbert sont partagées. Si leur frère était connu comme un battant et un grand passionné de la mer, elles savent que Franz était drépanocytaire et donc plus faible que son compagnon d'infortune, retrouvé hier après-midi au large de Trinité. Désespéré un petit peu, le fait qu'on a retrouvé le bateau et qu'on a déjà retrouvé le patron de l'Aïol, je lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs, parce qu'on l'a déjà retrouvé et je suis un petit peu découragée parce que je sais que la mer elle est houleuse et bon, je prendrai la décision de dire que quel que soit ce qu'on nous dira, on va accepter, il faut se résigner quoi. Je dirais comme, même si les chances sont minimes, sont fines, mais je me dis, on n'est pas dû, donc il faut garder espoir. Je fais confiance aux autorités, je fais confiance aux instants compétents. Je me dis non, la marine a déjà fait plus que ça, dans des circonstances plus difficiles que ça. Comble de la malchance, la famille doit traverser cette épreuve alors que la grand-mère paternelle vient de décéder. Un enterrement et une disparition dans la même semaine, le père de Norbert est résigné. C'est chemin qui a fait la peine. C'est un bonhomme qui est aimé. C'est tué ça, et puis la maladie est arrivée. Mais ça a touché tout le monde, ça a touché tout le monde. Maman même couché depuis ça, depuis que maman était ça, maman est couché. Moi-même, moi là, je suis bien. Je m'appelle maman, mais je m'appelle digne. Ça a touché mon débat. Mais c'est ça qui a acheté ma chérie, tout le monde qui a acheté Plus tôt dans la matinée, les amis et collègues des naufragés se sont rendus à Trinité pour récupérer l'embarcation localisée au nord de l'îlet Saint-Aubin. Constat des dégâts pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. L'état du moteur prouve qu'il y a eu un choc contre un récif, ce qui expliquerait que l'Aïol n'est pas plus dérivée. Une corde dans le bateau qui a été accrochée à une bouée de nasse qui a freiné sa dérive et qui nous a permis de le retrouver. Je pense que c'est une chance, vu les courants, les courants étaient favorables, donc c'était une chance qu'on retrouve le bateau aussi près de la côte. Le monde de la mer, une grande famille toujours prête pour l'entraide. Si le sort du porté disparu est dans toutes les têtes, il faut ramener l'Aïol au bercail. On se devait, en étant marin-pêcheur, surtout, c'est un collègue, donc je me devais d'être là aujourd'hui. Comme on le connaît bien, plus Marc fait de l'Aïol avec nous, c'est un soutien pour les aider un peu. Et dans toute cette grande famille, le fils de Daniel Florian, qui a déjà pu s'entretenir avec lui dès son arrivée à l'hôpital hier soir. Alors, physiquement, il est fatigué, il a beaucoup de blessures sur lui. Il m'a dit qu'il a pris beaucoup de coups sur le bateau pendant la nuit, donc je n'ai pas trop posé de questions, je lui ai dit que je le laisse se reposer, puis on verra après quand il a récupéré. Daniel Florian est toujours hospitalisé et son pronostic vital n'est pas engagé. Quant à Franz Norbert, il est toujours porté disparu à l'heure où nous parlons. Et on apprend ce soir que les recherches ont été suspendues pour la nuit. Elles se sont poursuivies dans la journée. Elles devraient reprendre demain. Dans le reste de l'actualité, 12 jours de paralysie sur le réseau Mosaïque. Les négociations entre la CFTU et les sous-traitants n'ont pas permis une fin de conflit. Aujourd'hui, parmi les avancées tout de même, le transfert du personnel entre les nouveaux et les anciens délégataires. Mais de nouveaux points de blocage ont été soulevés selon Michel Jean-Pognon, président de Transcapital. On écoute. On nous a fait descendre irrégulièrement sur le prix kilométrique il y a 4 ans. Et que plusieurs sociétés ont été en faillite
confirmé par un audit que j'avais demandé. Donc cet audit est sorti, ça dit faillite des entreprises, 4 ans que ça dure. Tout le monde dit j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Aujourd'hui on dit il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui paye pour qu'on puisse trouver une solution sur l'ancien marché et sur le nouveau de façon à ce que la ville reprenne son transport et que les choses aillent mieux. Je pense qu'il y aura des avancées parce qu'il y aura des réunions qui sont prévues de toutes parts, certainement dans peut-être le week-end ou avant lundi, de façon à ce que lundi on trouve une solution. Je pense que lundi, mardi, il y aura une solution de trouver. En tout cas j'espère, mais je pense qu'on va trouver une solution. En attendant, les 8000 usagers réguliers du réseau Mosaïque restent pénalisés. Le service risque d'être perturbé encore demain. Dans l'actualité également, la fin du congrès de météorologie internationale et cette prédiction plutôt inquiétante. La saison cyclonique 2018 risque d'être plus forte que 2017, pourtant déjà dense, avec les ouragans Irma et Maria. Les spécialistes ont également mis à jour la liste des prénoms qui seront attribués aux prochains phénomènes météorologiques. Les détails avec Sandrine Claude et Aurélie Talmancy. Harold, Idalia, Margot et Nigel, les nouveaux prénoms de cyclones qui remplacent désormais ceux de Harvey, Irma, Maria et Nate, car ces phénomènes ont laissé des traces. Un ouragan qui a été dévastateur, qui a causé des catastrophes. Imaginez qu'on garde le prénom et que 6 ans après, parce qu'il y a 6 listes qui existent dans l'Atlantique, si 6 ans après, vous avez à nouveau un Irma, imaginez un Irma qui se crée, ça serait un peu la psychose dans la population. Largement au cœur du congrès, la prochaine saison cyclonique. Elle s'annonce plus intense que l'an dernier. L'un des objectifs de ce rassemblement était donc de renforcer la collaboration entre les organisations. On a vu l'importance de l'anticipation et comment les services météo doivent anticiper peut-être même encore plus. Certains ont demandé de passer de 5 jours à 7 jours d'anticipation, ce qui est compliqué. Mais comment on arrive aussi à faire passer l'incertitude qu'il y a dans ces prévisions. Et vous imaginez bien qu'on doit être coordonné parce qu'on ne peut pas faire différent si on est en Martinique ou si on est en Dominique ou à Sainte-Lucie. Donc il faut que quasiment tout le monde soit d'accord pour que ces pratiques se mettent en place. Une coopération particulièrement importante pour les îles lourdement impactées en septembre dernier, notamment la Dominique. Nous avons beaucoup appris du passage de l'ouragan Maria. La préparation est à présent pour nous le maître mot. Nous essayons aussi de nous reconstruire de manière à mieux faire face aux ouragans. Et nous invitons davantage les populations à se tenir informées et à être plus conscientes des dangers que représente ce phénomène. Acteur majeur en termes de prévision, le National Hurricane Center de Miami. Grâce à son concours, les organisations appréhendent de mieux en mieux les phénomènes météorologiques, mais avec de nouvelles données à prendre en compte, notamment la question du changement climatique, les systèmes doivent être régulièrement optimisés. 50% des dégâts causés par les cyclones sont dus aux ondes de tempête, 25% à la pluie, et c'est bien l'eau qui est l'élément le plus dangereux pour la population. On en a parlé toute cette semaine, et nous comptons sur les progrès de la science. Nos localisations sont de plus en plus précises, mais nous devons mieux appréhender l'intensité des phénomènes. La prochaine saison cyclonique devrait débuter en juin. Au moins 15 tempêtes, 7 ouragans et 3 ouragans intenses devraient voir le jour. Ce 40e congrès du comité des ouragans devrait donner lieu à une meilleure coopération à échelle mondiale. Et pour nous protéger des effets des catastrophes naturelles, certains pensent que les robots pourraient être d'une grande aide. Cette année, la deuxième édition du concours RT2T appelait les jeunes passionnés d'informatique à programmer des robots capables de sauver des humains. Guy Raphaël René. Ils ont entre 8 et 14 ans et partagent la même passion de l'informatique. Aujourd'hui, ils mettent leurs compétences en commun pour une mission de sauvetage d'une ville menacée par un tsunami. La ville que nous devons sauver se trouve en Suisse et nous devons, avec mon équipe, programmer des robots pour protéger la ville ou les zones d'alerte, l'eau pour notre équipe, pour qu'il y en ait lors de la catastrophe ou après surtout. Il y a d'autres équipes. Parmi ces équipes, il y a une équipe du Mexique, une équipe de Sainte-Lucie et il y a nous et une équipe de France. Là, c'est la partie communication. On se charge de la communication avec les autres équipes.
et on donne l'ordre de passage, comment on avance, on essaye de ne pas trop se gêner. Je suis rentrée au club de robotique quand j'étais en CM2 et en fait quand je suis rentrée je ne savais rien du tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime. La robotique c'est un mélange de technologie et de maths en fait. Une mission d'après un scénario bien précis. En 2047, un séisme majeur frappe notre territoire. Pas de victimes, mais un tsunami qui menace les côtes 1h30 après les secousses. Un dispositif de sécurité conçu par des ingénieurs protège la ville en question. Des robots programmables à distance se substituent aux êtres humains pour braver le danger et sécuriser des points stratégiques. Hôpital, aéroport, etc. Et là, actionner un système de protection qui a permis de déployer le magnifique bouclier qui a protégé notre ville du tsunami, comme vous l'avez vu, puisque la vague est arrivée. On n'a eu aucun problème puisqu'on avait un bouclier de protection de notre ville. Donc voilà, les robots devaient rentrer dans ces 4 points stratégiques et déclencher ce système. Un projet qui s'inscrit dans la démarche du développement numérique à l'école et de la collaboration éducative dans la zone Caraïbes-Amérique, où les populations sont soumises aux mêmes risques naturels. Nous visons le développement d'une citoyenneté créative des élèves de Martinique en les engageant sur des enjeux citoyens de leur territoire, c'est-à-dire les risques majeurs, et leur posant la question de quelles seraient les stratégies, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour pouvoir construire la ville de demain. Donc le projet global, Madinina Smart City Résilient. Donc on travaille sur les villes intelligentes et résilientes, capables de faire face aux principaux risques majeurs. Malgré quelques soucis de connexion, la mission a été accomplie pour les Martiniquais qui n'ont rien à envier aux 15 autres équipes à travers le monde qui ont participé à l'opération de façon simultanée. Retour dans le présent, la santé de nos personnes âgées avec ce congrès sur les maladies dégénératives type Alzheimer ou sclérose en plaques. Selon les spécialistes, leur traitement doit faire l'objet d'un regard particulier aux Antilles et notamment en Martinique. Écoutez ces réactions recueillies par Guy Raphaël René. Globalement, on sait que la maladie d'Alzheimer, 8000 personnes, maladie de Parkinson, voilà, on va atteindre un peu plus de 1000. Sclérose en plaques, là on a des chiffres qui ne sont pas très clairs, mais au moins pour la Martinique, un peu plus de 300. Pour la région Caraïbes, 700. Voilà ce qu'on sait. On sait qu'il y a des formes atypiques de maladie de Parkinson. On va savoir aussi la sclérose en plaques aussi. On a des formes dites oculaires qu'on n'avait pas forcément rattachées à la maladie de la sclérose en plaques. Donc les échanges de ce matin ont permis de repositionner, de revoir un peu les chiffres, de voir le futur. Le futur, c'est la recherche. Ces assises de maladies neurodégénératives sont des moments importants dans le développement du plan, parce qu'elles permettent une rencontre à l'échelle territoriale de l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, que ce soit les associations, que ce soit les professionnels. Et pour nous, c'est un moment fort, c'est un moment d'appropriation des mesures du plan maladies neurodégénératives dans les territoires. Ma mission est double. La première, c'est au niveau national de créer avec les directions correspondantes des ministères les conditions de mise en œuvre du plan. Et puis, dans un deuxième temps, c'est effectivement de travailler avec les acteurs de terrain pour pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des déclinaisons régionales de ces plans. Et on sait très bien que le territoire français est très hétérogène et que même les organisations dans chacun des territoires sont complètement différentes. Et par conséquent, il faut qu'il y ait une adaptation de chacun des territoires à la mise en place de ces mesures. Elles seront différemment mises en œuvre d'un côté ou de l'autre de ces territoires. La santé toujours avec cette préoccupation pour les Martiniquais et les Guadeloupéens, le chlordécone. Notre invité ce soir, Philippe Pierre-Chal, qui est membre du Forum social contre le chlordécone et autres pesticides. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors demain, une nouvelle journée d'action. Quel est le programme ? Oui, c'est la clôture de cette première phase, c'est-à-dire le Forum social, avec d'une part à 8 h du matin à la Maison des syndicats, une restitution des travaux de ces différents jours. Ensuite, une manifestation, une marche dans les rues de Fort-de-France à 9 h. Et enfin, à 11 h, une rencontre avec la préfecture où nous allons remettre la plateforme que nous avons rédigée ensemble. Alors justement, cette plateforme qui était donc, qui est le fruit de ces plusieurs jours de rencontres avec la population martiniquaise, quels seront les différents points qui vont être abordés? Quelles sont les revendications précises? Écoutez, il y a une cinquantaine de mesures qu'on a préconisées, et donc c'est un travail approfondi sur différents domaines, la santé, l'eau, la production agricole, la pêche,
Et sur ces mesures, finalement, les axes sont simples. D'une part, arrêter l'empoisonnement, suspendre empoisonnez-nous. Et d'autre part, réparons les choses, dépolluons la Martinique et dépolluons les personnes, les terres, les eaux, fournissant à la population de l'eau potable d'excellente qualité et sortons de ce cauchemar. Alors, est-ce que ces différentes rencontres ont permis à différents acteurs de prendre vraiment conscience du problème en Martinique ? Eh bien, ce qui était excellent, c'est qu'il y avait à la fois des écologistes patentés, des syndicalistes confirmés, des organisations de femmes, des citoyens, des citoyennes, des médecins, bref, une grande diversité de personnes qui ont discuté. Et d'ailleurs, au-delà même des mesures qui sont proposées, il y a une prise de conscience commune de la nécessité de changer beaucoup de choses dans l'alimentation, dans les soins, dans l'éducation, dans la citoyenneté et dans le rapport avec la décision officielle lorsqu'elle est prise et qu'elle ne répond pas aux besoins de la population. Alors, on a annoncé il y a quelques jours un label zéro chlordécone. Quelle est votre position sur cette proposition ? Eh bien, d'abord, on n'a pas été associé à la discussion, à la préparation et à la réflexion sur cette question. Bon, c'est bien dommage. Bien entendu, on ne peut pas être contre une telle idée. Bon, simplement, on peut espérer que ça se fera plus vite que le TCSP. Est-ce que les agriculteurs, qui sont notamment en première ligne sur cette question, mais aussi les éleveurs, quel est leur rôle au sein de votre organisation? Est-ce qu'ils sont représentés au sein de ce forum social? Eh bien, d'abord, il y avait des organisations syndicales agricoles, il y avait aussi des acteurs agricoles, ORGAPI, l'OPAM, et il y a surtout la volonté d'élargir encore dans la suite la représentativité, la représentation, mais une expérience approfondie a été mise en valeur, a été mise en exergue pour la définition de ces 50 mesures qui concernent en bonne partie l'agriculture. Alors, le chlordécone, mais pas seulement, puisque le Forum social contre le chlordécone et autres pesticides, est-ce que là aussi il y a des mesures qui sont prises contre les autres pesticides qui sont présents dans l'alimentation martiniquaise? D'abord, on va réclamer l'annulation de la dérogation qui a été donnée pour Azulox, parce que c'est un pesticide dangereux également et qu'on vient d'autoriser. Et puis, nous allons demander purement et simplement l'interdiction des dérogations données pour les pesticides, et en particulier lorsqu'ils mettent en œuvre des perturbateurs endocriniens. Alors donc demain, je le disais, fin de ce forum social, avec cette marche et cette réunion et le dépôt de cette liste à la préfecture. Est-ce qu'il y aura d'autres actions qui vont être poursuivies? Est-ce qu'il y aura un suivi de ces mesures? Tout à fait. Le forum va déboucher sur la création d'une organisation durable. Qui portera le même nom? Dès le mercredi suivant, on aura une première réunion à la maison du syndicat où on va inviter encore d'autres personnes. Le nom va se décider ensemble, mais l'idée est simple. L'idée est qu'on ne peut pas rester les bras croisés, qu'il y a des alternatives, qu'il y a des solutions, qu'il y a des mesures urgentes à prendre, et puis il y a un combat à mener dans la durée. Et pour cela, on ne peut pas se contenter simplement d'attendre les mesures officielles, ni non plus simplement les mesures des élus. Il faut que la population elle-même se prennent en charge et interviennent auprès de toutes ces autorités. Bon, c'est pour ça qu'il est important que beaucoup de monde vienne demain, parce qu'on a besoin de montrer que la préoccupation est sérieuse et que ceux et celles qui se sont réunis, eh bien, ils ont quand même le soutien de beaucoup de gens dans le pays. Demain 9h, Fort-de-France, le lieu de rendez-vous? 8h déjà pour la restitution des travaux, la lecture des 50 mesures, et 9h, départ en manifestation. Merci beaucoup Philippe Pierre-Charles d'avoir répondu à nos questions au sujet de ce forum social contre le chlordécone et autres pesticides, un forum qui se clôture demain et qui va prendre une autre forme à partir de la semaine prochaine. Merci à vous et à demain. Restez avec nous, à suivre dans ce journal le programme sportif de votre week-end avec les meilleurs événements à l'affiche résumés dans votre agenda sport. Et puis votre JT des communes ce soir, direction la Trinité, la caverne d'Ali Baba de Raphaël Lourel. Ce collectionneur détient une série d'objets de valeur historique.
Mais d'abord en Guadeloupe, les mois après l'assassinat d'un jeune habitant aux Abîmes abattu de plusieurs balles, nos confrères d'ATV Guadeloupe sont retournés dans le quartier où le drame s'est déroulé. Regardez. C'est aux alentours de 16h30 qu'hier, Paul Sherman est atteint mortellement par plusieurs balles à son domicile. Selon sa sœur, à l'origine de la discorde entre les deux protagonistes, le tireur présumé l'aurait préalablement agressé avant cet acte irréversible. La personne qui a tué mon frère, il me devait de l'argent pour mon Karcher. Il m'avait demandé d'emprunter mon Karcher. Ça fait déjà un mois qu'il me doit de l'argent. Et que derrière ça, il m'a dit qu'il allait me rembourser mon Karcher en revenant de Miami. Hier, je lui ai demandé mon Karcher, il m'a dit non, qu'il ne voulait pas me la rendre, machin et tout. Et puis mon frère a été lui demander des explications et puis il a levé le ton, quoi. Il a commencé à choubler mon frère et tout. Et puis mon frère n'a pas pris ça, donc mon frère l'a tenu par les cheveux et lui a dit de me respecter, quoi. Puisque le matin aussi, il m'avait déjà... La personne qui a tué mon frère, Yohan Blanche, il m'avait déjà donné un coup de pied. Il avait déjà levé ses deux pieds et m'a donné un coup de pied sous mes épaules. Et c'est après cette première altercation que le tireur présumé s'est rendu au domicile de sa victime. Il est arrivé devant ma porte comme ça et puis il a commencé à tirer. Il ne s'est pas contenté de tirer une seule balle. Il n'a pas pensé au fait qu'il m'avait déjà frappé. Il n'a pas pensé au fait que je l'ai aidé, que j'étais là avec lui et qu'il me devait pour mon Karcher. Surpris par les coups de feu qui ont retenti en milieu d'après-midi, ce voisin, proche du domicile de la victime, se souvient de cet après-midi tragique. Vers 3h30, 4h moins, je suis couché à reposer corps. Moi, j'entends des mouvements de panique. De l'autre côté, là, j'entends physique à péter. Bon, moi, je ne peux pas dire qu'il m'a décapité physique. Il a enlevé la bac. Tout ça entré là, ça a mis entré. Et les amis entrés, ils ont monté au Afamia Sibouga. Ils ont entendu dire qu'ils vont attendre pour qu'il rentre parce que Sibouga mort. Bon, la voiture a passé. Il y avait à peu près aux environs de 10 ans. Je crois qu'il était côté site. On a passé, il a dit un bonjour, sans plus sans masse. Côté site, un petit quartier tranquille. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte par la police judiciaire afin de déterminer les circonstances exactes du décès de ce jeune d'une vingtaine d'années. Retour en Martinique, ouvrant notre page sport avec les quarts de finale de la Coupe de Martinique en volleyball. Clap de fin hier soir chez les filles. L'Espoir n'a pas tremblé face au Good Luck. Les Lucéennes se sont imposées 3-7-1, qualifiées en demi-finale, tout comme le SMAT Club, l'Éveil et l'Éclair. Réaction des deux coachs à l'issue de la rencontre, réaction recueillie par Clément Marajou. On écoute. Qualification bien difficile. Sachant que le Good Luck était éliminé au play-off, les plus en play-off. Donc c'était leur match de la saison. Elle voulait gagner. Mais nous aussi, de notre côté, on a perdu Stéphanie, qui s'est blessée. Donc le Good Luck est encore plus motivé que nous. Donc je dû faire une équipe neuve. Pas neuve, mais quand même pas remodelée, mais quand même changer un peu la tactique d'équipe. Donc ça a marché. Donc je suis fier des filles ce soir. Et j'espère que ça va continuer. Effectivement, le premier set, on l'a complètement raté. Au deuxième set, on a su faire la part des choses et respecter des consignes. Sauf que sur les deux derniers sets, je pense qu'on a lâché un peu mentalement. Et il y a eu un non-respect des consignes. Je pense que c'est ça qui a pêché sur le reste du match. Et les qualifiés chez les hommes, l'Aiglon, le Good Luck et l'Espoir. Comme promis, l'agenda sport au menu ce week-end, du rallye automobile, de la course de moto, les playoffs en basket, la finale masculine de la Coupe de Martinique en handball. L'agenda sport signé Karel Chassol. Temps fort de ce week-end, en automobile, le rallye Les 12 heures de Sainte-Marie devrait réunir un nombreux public d'aficionados à compter de demain, 14 h. Au menu 8 spéciales, dont la première partira de Pont-Cerise à Sainte-Marie. Les sports mécaniques seront décidément à l'honneur ce week-end. En moto, dimanche se déroulera à compter de 13h30 la deuxième manche du championnat de course de côte moto. Elle se déroulera au Marigot. Nos cyclistes, eux, seront à Ducos à l'occasion du mémorial Georges André. Au programme dimanche à partir de 14 h, 109 km de circuit autour de Ducos. Direction la mer, toujours dimanche, les amateurs de jet ski devraient être nombreux sur le plan d'eau de Trinité. Il servira de cadre à la première manche de l'Aqua M Jet Championship
Départ de la première des 3 manches à 11h. On reste sur l'eau et à Trinité, plus précisément à Lens Sportoun, où les Bébéoles seront dimanche à l'occasion de la 7e journée du championnat. 2 courses sont prévues, dont la première à partir de 10h30. De la mer, on passe à la piscine, celle de la KSM CR de cadre depuis cet après-midi au Millage, une compétition qui réunit 130 nageurs âgés de 8 à 14 ans de Martinique et Guadeloupe. Débutée cet après-midi, elle se poursuivra demain et dimanche. Sport collectif en handball masculin, on joue ce soir 21h la finale de la Coupe de Martinique. Elle oppose l'Étoile de Gondo à l'USC Citron au Palais des Sports du Lamentin. En basket, les demi-finales retour des playoffs débutent ce soir au hall de Saint-Joseph. Chez les femmes, en ce moment même, le champion en titre, la Gauloise, vainqueur du match aller 100-12 face au SC Lamantinois, tente de valider son ticket pour la finale. Demain, 18h au hall du François, le Golden Lion, également vainqueur à la Ligue de l'Éclair, tentera de faire de même. Chez les hommes, ce soir 21h, le Golden Lion, battu à la surprise générale par la Gauloise lors du match aller, devra réagir à domicile. Demain, 20h, l'USAC, vainqueur à la Ligue du Wax, essaiera de confirmer au hall du François. En football, la 21e journée du championnat de R1 débute ce soir 20h par 4 rencontres, à commencer par le choc Aiglon Club Colonial au stade Georges Gracian. Pour le reste, on aura droit à Golden Lion Golden Star à Saint-Joseph, Good Luck Essor à Pierre-Aliquer et Samaritaine JS Eucalyptus au Monde des Es. Demain, 2 matchs sont prévus à 16h. Une 21e journée qui se déroulera sans le club franciscain qui dispute à partir de ce soir la phase de qualification de la Coupe des clubs champions de la Caraïbe amateur, une compétition qui se déroule en République dominicaine. En football féminin, les demi-finales allées des playoffs auront lieu demain sur un stade qui reste à déterminer. À 19h, on aura droit à Émulation RC Saint-Joseph, suivi de RC Rivière-Pilote, club franciscain. Sport en bref pour conclure, il y aura du rugby U14 demain 8h45 à Cité-la-Croix-Robert à l'occasion de l'Orange Rugby Challenge, ainsi que de la gymnastique rythmique dimanche 9h à Sainte-Luce. Cela ne vous aura pas échappé aujourd'hui, vendredi 13, les plus superstitieux ont tenté leur chance au jeu. Certains points de vente ont été pris d'assaut. Écoutez ces réactions recueillies par Sandrine Claude et Aurélie Talmancy. Je n'attends pas que le vendredi 13 pour pouvoir tenter ma chance, mais ce jour est un jour un petit peu particulier, on va dire. Vous y croyez justement à la chance du vendredi 13? Pourquoi ne pas y croire? J'ai l'habitude de jouer. Si je gagne, je suis bien content. Si je perds, tant pis, j'ai investi. C'est-à-dire, lorsqu'on investit de l'argent en jeu, il faut constater c'est de l'argent perdu. Si on gagne, c'est un bonus. Mais pas forcément le vendredi 13, ce n'est pas un jour spécial pour moi. Elle m'a obligé. Elle a fait la pression sur moi. Papa, tu dois aller jouer. Bon, j'y vais. Je ne sais même pas jouer, j'ai demandé à la demoiselle. Et oui, et selon les résultats, malheureusement, a priori pas de gagnant martiniquais au loto ce soir. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Votre JT des communes ce soir, direction la Trinité, à la rencontre de Raphaël Lourel, collectionneur bien connu, passionné par des objets qu'il recueille au fil des ans, de véritables marques du passé. Le reportage d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. Il nous arrive quelquefois d'attirer votre attention sur des hommes ou des femmes qui font des choses dans le pays, des choses intéressantes. À Trinité, on a trouvé cet homme, mais c'est Raphaël Lourel, c'est un homme qui fait la Jet d'Algérie, vit dans le pays. Et puis ça, il décide de faire, c'est un musée pour que tout le monde songe. Ça s'appelle Regard sur le passé. Cela fait des années que M. Raphaël Lourel s'est installé au bourg de Trinité, collectionnant affectueusement ses vieilles lampes, vieux téléphones ou gramophones, témoins d'une époque passée dont les souvenirs restent à jamais gravés dans les esprits de certains. Je ne sais pas connaître Baïda. Eh bien, c'est celle-là que je connais en Baï. Je connais, je baptisé Chauffe. Alors, qui m'a dit ça a marché? En disant, on a des grilles comme ça. Ils ont placé au tête là. Et puis, pas ouvert au titre, on a mis charbon. Charbon, on a fait charbon brûlé. Et puis, pendant que le charbon a brûlé, le récipient,
Ils ont déposé dans un petit bassin qui n'est de l'eau. Un vrai musée constitué par un homme passionné de l'existence et aventurier dans l'âme. Ça, c'est fusil marocain. Au Maroc, il y a la fête, il y a fait, il y a créé ça la Fantasia. La Fantasia, c'est qui ça? C'est des cavaliers, ils ont dit tout boubouillon en l'air multicolore, ils ont parti au galop, à ce chevalier évidemment, à dans ma poussière. Mais ça a fait beaucoup de bruit, mais ça formidable. Ici, j'en ai un couille. Couille, c'est un élément vital, les petit. Et c'est lui qui t'a servi nous assiettes. Il vaut 1 euro, il vaut 2000, il vaut 30 000. C'est mon préféré parmi tout ça qui est ici. À 83 ans, M. Laurel est plus que jamais convaincu d'œuvrer pour la mémoire dans une société où tout s'efface vite, où la question des repères et des valeurs figure au centre de tous les échanges. Il faut un homme rester en contact et puis passer. Si vous ne connaissez pas passé, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ça, c'est un rara. Je connais l'expression, ou qu'à parler qu'on en rara la semaine sainte. Parce qu'avant, pendant la semaine sainte, cloche était à l'arrêt, il n'y a pas de tourner. Alors, c'est puis ça, par exemple, il y a qu'à début de la messe. Et puis ça, il y a qu'à signaler où il a fait la messe aussi. Et comme on dit dans ces cas-là, l'heure n'attend pas. M. Louel, en tout cas, nous passons un bel petit moment époux, un bel petit moment d'histoire, une belle tranche de vie. Merci en chai, bon force. Et puis continuez. Hein? Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information pratique. Comme chaque soir, le planning du don du sang. Demain, rendez-vous entre 10h et 16h à Sainte-Luce sur la place des Fêtes avec toute l'équipe de l'établissement du sang de la Martinique. Restez avec nous à suivre dans votre tranche info en Tchépéa, présenté par Régine Germani. À tout de suite.